Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier. Et ce soir, notre invitée à 18h18, elle est la première femme imam de France. Elle prône un islam libéral, réformiste et publie Mon Islam, ma liberté aux éditions Albin Michel. Bonsoir Kaïna Baloul. Bonsoir. On peut donc être femme et imam, vous n'êtes pas la seule, mais beaucoup de nos auditeurs ne le savaient peut-être pas. Ça n'est pas réservé aux hommes. Non, pas du tout. Ça n'est pas réservé aux hommes. Alors aujourd'hui, en France, il en existe 3, mais ailleurs dans le monde, il en existe d'autres aussi, notamment dans le monde occidental. En Chine, il en existe depuis le XVIIIe siècle et dans la tradition aussi. Et pourquoi il y en a si peu ? Eh bien, parce que la lecture des textes a été faite toujours depuis des siècles par des hommes à travers le prisme patriarcal, une interprétation qui est passée par la lecture patriarcale qui a mis de côté justement tout élément de texte qui concerne cette histoire-là ou la possibilité pour une femme de l'être. Alors si je vous pose la question, Kaïna Baloul, c'est précisément parce que c'est l'objet de votre livre. Cette quête de la spiritualité, vous l'avez découverte d'abord en étudiant le soufisme, oui. La littérature, la philosophie, et puis il y a eu évidemment le choc des attaques terroristes. Ça a été le déclencheur d'une certaine manière de la création de cette salle de prière, totalement mixte, je le précise, on va en parler. C'est une mosquée libérale, est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Oui, tout à fait, c'est une mosquée libérale. Oui. La mixité est interdite dans presque toutes les mosquées, oui. mais pratiquée à la Mecque. Oui, et c'est vrai qu'on a tous déjà vu ces images où les femmes et les hommes sont mélangés, pris, j'allais dire quasiment main dans la main, en tout cas côte à côte, tout à fait. Mais pas dans nos mosquées. C'est très paradoxal, mais en fait, oui, à la Mecque, les hommes et les femmes sont complètement mélangés. Et pour le coup, là, on n'invoque jamais aucun argument sur le fait que les hommes seraient perturbés, pas du tout. Et même aussi, quand on parle à l'époque du prophète, de la mosquée du prophète lui-même, en fait, il y avait les hommes et les femmes priaient dans la même salle également. Oui. En vous présentant tout à l'heure, j'ai présenté cet ouvrage comme le plaidoyer d'un islam éclairé. Parce que c'est vrai que votre démarche est aussi une réponse à la crise que traverse l'islam, à son radicalisme, à son fondamentalisme. Il y a une autre voie, dites-vous, qui est d'ailleurs l'un des fondements de l'islam, un tolérant, réformisme, libéral. Pourquoi, selon vous, cet islam-là n'imprime pas en France et que ce sont plutôt les autres qui semblent aujourd'hui avoir gagné la bataille des esprits, la bataille des idées ? Alors, je pense que ça va encore au-delà de la France, mais il faut avouer une chose, c'est que la France aussi a cette particularité de produire des extrémismes ou plutôt des conservatismes religieux très très forts et pas seulement en ce qui concerne l'islam. Mais pour aller donc plus loin, et au-delà de la France, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que en réalité, la pensée réformiste et éclairée existe dans le monde musulman depuis le 19e siècle, sauf qu'elle n'a pas été soutenue. Et malheureusement, c'est l'autre versant, c'est plutôt le versant fondamentaliste qui a été soutenu par les puissances financières du Moyen-Orient. Oui. Vous citez par exemple un exemple, parce que vous avez vécu en Algérie, que vous avez d'ailleurs connu sans le voile, on va y revenir dans quelques instants, et vous expliquez la pression par exemple des militants du FIS, le Front islamique du salut, dans les années 90, et leur slogan « Sois un homme et voile ta femme ». Et on sent à la lecture de votre livre qu'il y a eu là comme une forme de bascule. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je l'ai vu, j'ai vraiment vu s'opérer ce basculement de la société. Donc, j'ai connu, comme je le dis dans le livre, une Algérie où les femmes ne portaient pas du tout le voile. Et puis, du jour au lendemain, il y a eu c'est l'arrivée de cet endoctrinement religieux des frères musulmans. Ça a commencé d'abord par l'idéologie des frères musulmans. Et puis, petit à petit, on a vu le voile devenir une obligation religieuse. Et même certaines femmes ont dû le payer de leur vie. Vous faites d'ailleurs le parallèle à ce qui s'est passé par la suite en France. Vous avez des propos très durs sur le féminisme islamique, ce mouvement apparu notamment autour de Tariq Ramadan. Vous dites qu'il a contribué au voilement généralisé des femmes en Europe. Vous l'accusez même de malhonnêteté intellectuelle. Oui, c'est cela. Comment est-ce que vous réagissez aujourd'hui au débat assez électrique, on peut le dire, sur le port du voile ? Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de l'islam et surtout du voile, il y a tout de suite, on rentre tout de suite dans des polémiques, dans une hystérisation du débat que je trouve très dommageable. Parce que même si effectivement je critique les lectures
qui sont orientés et qui véhiculent une lecture unilatérale de l'interprétation des textes concernant le voile, pour dire que le voile est une obligation et qui, à ce titre, va omettre ou complètement mettre aux oubliettes les autres lectures qui disent que le voile n'est pas une obligation religieuse. C'est ce que je critique. Mais ceci dit, je respecte aussi le droit individuel de ces femmes-là de choisir comment elles peuvent se vêtir. Mais est-ce que vous le vivez comme un repli identitaire ou vous voyez ça comme une forme de choix individuel ? Justement, en fait, c'est ce que je critique dans ce féminisme dit islamique, parce que pour moi, le féminisme n'a pas à être islamique ou pas. Et puis d'ailleurs, je parle même d'un humanisme, plutôt d'un humanisme inclusif, parce que je considère que la justice, elle doit être promue pour l'humanité entière. Au-delà des appartenances religieuses ou ethniques ou quoi que ce soit. Donc je ne comprends pas pourquoi ces femmes-là en fait ont besoin de ce marqueur identitaire justement pour demander plus de justice pour les femmes. Ça vous inquiète de ce point de vue-là, je sors un peu du cadre du livre, mais ça vous inquiète de ce point de vue-là, le retour du politique, le retour du politiquement religieux dans l'espace public et notamment la multiplication, parce que c'est quand même un fait, des femmes voilées dans l'espace public? Bien sûr, moi ça m'inquiète, cette politisation de la religion musulmane. Moi ça me renvoie 25 ans en arrière, à la décennie noire en Algérie, justement à ce cauchemar de l'islam politique en Algérie qui a détruit un pays et tout un peuple pendant plusieurs années. Et justement, aussi là, on retrouve dans ce féminisme aussi dit islamique la politisation de la gestion du corps de la femme. En fait, c'est comme si le corps de la femme devait absolument relever d'un débat politique, public, mené par des hommes et des leaders religieux. Alors que ça devrait être une affaire privée et individuelle. Il y a plein de choses, on n'aura pas le temps évidemment de tout balayer dans le livre, mais c'est absolument passionnant. Et par exemple, vous évoquez l'année clé de 79, votre année de naissance, mais aussi celle de la naissance de l'islam politique avec la prise de pouvoir de l'ayatollah Khomeini en Iran. Et vous dites par exemple, page 31, l'islamisme assimilé bientôt à l'islam trouve là ses funestes racines. Une question peut-être plus d'actualité. Comment jugez-vous aujourd'hui la volonté de créer cette fameux islam de France qu'appelle de ses voeux le gouvernement et notamment Emmanuel Macron à travers notamment la loi contre le séparatisme, à travers l'idée de cette charte de l'islam de France et le Conseil national des imams chargé de certifier la formation des imams. Ça va dans le bon sens, ça ? Eh bien, pour tout vous dire, moi je trouve sincèrement la position du gouvernement et de l'État français même très ambiguë. Pourquoi ? Parce que, ne serait-ce que sur la question de la représentativité de l'islam de France aujourd'hui, nous savons très bien qu'au sein du CFCM, nous avons des fédérations qui sont des fédérations très proches, par exemple, des courants de l'islam politique. Et ça fait des années que l'État français discute avec elles et les considère comme étant représentatifs, alors que justement des gens comme nous, qui sommes des libéraux, qui prônons l'égalité femmes-hommes, qui vivons un islam qui est en harmonie totale avec les valeurs de la République, eh bien nous ne sommes même pas conviés à ces discussions. Vous n'avez pas été consulté, vous ? Pas du tout, jamais consulté, non, pas du tout. Jamais. Un dernier mot peut-être sur votre cas personnel. Est-ce que pour ces prises de position, est-ce que pour ce livre, est-ce que pour votre initiative de créer cette mosquée libérale, vous êtes aujourd'hui menacé dans votre intégrité ? Écoutez, les réseaux sociaux, oui, en général, ce sont aussi des lieux qui libèrent la parole violente, agressive. Oui, j'ai reçu quelques menaces et des insultes sur les réseaux sociaux, mais ça ne va pas au-delà, heureusement. Maintenant, je crois que le sujet est tellement brûlant que c'est normal. Il faut faire avec et puis il faut aller. Il ne faut pas avoir peur, parce que si on a peur, on ne fait jamais rien. Bien, merci pour votre témoignage, merci pour ce message aussi de paix et d'harmonie d'une certaine manière pour un islam éclairé. Ça s'appelle Mon Islam, ma liberté, Kaïna Maloul, et c'est aux éditions Albin Michel. Merci infiniment. Merci à vous.